par amour pour ma famille. En fait, je me suis dit, éloigne-toi pour deux choses. Tu trafiques, c'est dangereux pour eux. Et en même temps, avec ce qui s'est passé, je peux pas rester. Et je suis parti. Et c'est là que j'ai passé des vitesses encore supérieures dans le milieu du trafic. Salut tout le monde, c'est Edouard. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable. C'est celle de Nabil Rachdi, passionné par les sports de combat depuis l'enfance. Il devient champion de MMA à seulement 17 ans. Mais un jour, sa vie a basculé à cause d'une altercation dans une salle de sport. Il me frappe, je tombe. Il y avait des poids, j'ai voulu l'assommer. Tout le monde se met au milieu. Il me dit, appelle tes frères si tu veux, il n'y a pas de problème. Et là, je dis non, je vais appeler personne. Je te jure, je vais grandir, je vais m'occuper de toi. Nabil sombre alors dans la violence, le trafic de drogue, le grand banditisme et connaîtra la prison à 4 reprises. En fait, si tu veux, quand je rentrais en prison, ce qui me préoccupait, c'était quand je vais sortir, avec qui je vais trafiquer. Mais un jour, alors qu'il est incarcéré, le chef de la prison découvre qu'il a un don hors du commun, une voix de ténor d'opéra. Je me moquais des Italiens et je balance les 3 mots que je connaissais d'opéra. Au sole mio dans la prison. Au sole mio. Et là, tout le monde qui s'arrête, donc ceux qui jouent au foot se sont arrêtés, et l'autre qui était en train de faire sa barre, il s'arrête, il lâche la barre et dit oh. Dans cette interview, il nous raconte sa chute, sa transformation et comment sa voix a fini par le libérer. C'est la vie extraordinaire de Nabil Rachdi. Salut Nabil. Ça va? Ça va très bien et toi? Nickel, merci pour l'invitation. Merci beaucoup à toi surtout d'être venu sur Brut. Nabil, dans ce format, Vie extraordinaire, j'ai l'habitude de commencer par le jour qui a changé la vie de mes invités. Pour toi, il y a eu plusieurs points de bascule. Le premier point de bascule, c'est un jour où tu es dans une salle de sport, pas loin de Marseille, et il se passe une scène qui va bouleverser ta vie, j'ai envie de dire. Raconte-moi un peu ce qui se passe ce jour-là. C'est ça, en gros, j'étais un très très bon élève à l'école, un père très difficile, très dur, il rigolait pas. Et en fait, ça a chamboulé ma vie parce que je me fais frapper par un adulte, j'avais 15 ans. Ouais. Je commençais je faisais du karaté avec mes frères. T'étais très doué d'ailleurs. J'ai fait champion du monde de karaté, ensuite deuxième aux Jeux méditerranéens. Et après, à 15 ans, on veut faire un peu de muscu. Mon père n'avait pas les moyens. Donc, je vais dans la salle de quartier où c'est un prix associatif, où c'est pratiquement gratuit. C'était quel quartier? Les Comptes, à Port-de-Bouc. Voilà, à côté de Marseille. Ouais. Et là, il y a un adulte qui rentre dans la salle, qui me dit « pousse-toi de la machine ». Mais moi, innocent, je lui ai dit « j'ai pas fini mes séries, 2 secondes ». Et en fait, je lui ai expliqué. Et là, il me frappe de suite. Et ça a été la pire injustice de ma vie. Voilà. Et là, j'ai cherché à me défendre parce qu'il me frappe, je tombe. Il y avait des poids, j'ai voulu l'assommer. Tout le monde se met au milieu. Et en fait, je suis vers la porte de sortie. Il me dit appelle tes frères si tu veux, il n'y a pas de problème. Et là, je dis non, je vais appeler personne. Je te jure, je vais grandir, je vais m'occuper de toi. Tes 2 grands frères qui sont d'ailleurs gendarmes et policiers. C'est ça, c'est ça. Un gendarme et un CRS. Ouais. Voilà. Et là, je m'entraîne à fond, j'arrête le karaté. Ouais. Parce que c'est un art martial à la touche. Ouais. Et je voulais un truc plus violent, donc je me mets à la boxe thaï, la boxe, la lutte. Et un jour, au MMA. Donc je prends la ceinture européenne au bout de 2 ans de MMA. Et je gagne mon combat en 29 secondes, donc combat record de la soirée. Et petit à petit, un prodige du MMA. Ouais. Et là, dès que j'ai pris la ceinture, j'avais qu'une chose en tête, c'était d'en découdre avec celui qui m'avait frappé. Comment ça se fait que tu aies pu rentrer dans cette spirale de colère en ayant grandi, justement, tu l'as dit toi-même, dans une famille aimante? Ouais, bonne question. En fait, c'était pas de la haine que j'avais, moi. Ouais. Je pense que j'étais méchant et dangereux avec les gens qui étaient du même profil que celui qui m'avait frappé. Ok. Mais sinon, jamais, j'ai jamais manqué de respect. Une femme qui était avec ses courses, j'ouvrais la porte. Toujours gentil, toujours. L'éducation est restée. L'éducation, elle est restée. Ouais. L'éducation, elle était restée, mais j'étais dans une matrix. J'étais matrixé, clairement. Après cette scène-là qui se passe dans cette salle de musculation, pourquoi t'en parles pas à tes frères? Tu le gardes, tu vis ça comme une injustice, une humiliation? Très bonne question. Parce qu'en fait, c'est le seul à me poser cette question. Oh, ok. Ouais, parce que mes frères étaient en école de police et gendarmerie à l'époque. Ouais. J'avais un frère qui était devenu gendarme. D'accord. Et l'autre qui allait être CRS. Ok. Enfin,
Gardien de la paix. Parce qu'il a commencé gardien de la paix, puis ensuite CRS. Ok. Et je me suis dit, si je leur dis, en fait, ils vont se mêler de l'histoire et ça va tuer leur carrière professionnelle. Donc, j'ai rien dit. Voilà. Du coup, les années passent, Nabil. Tu avais vraiment en tête cette image de cette personne-là qui t'avait humilié dans cette salle de musculation. Et un jour, c'était un printemps 2004. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Tu étais où déjà? Donc là, je promène dans une galerie marchande. Ouais. Et je ne m'attendais pas du tout. Parce qu'en fait, je le cherchais, moi, ce gars. Ouais. Je suis parti dans son quartier, au point de deal, je demandais après lui. Vraiment, quand je dis je voulais en découdre, c'était jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et les jeunes du quartier m'ont dit, allez, casse-toi. Casse-toi. Alors, ils ont vu un jeune, ils se sont dit, bon, Ouais. voilà. Et donc, je le croise plus tard dans une galerie marchande en train de faire mes courses. Et en fait, ça a été un des pires jours. Qu'est-ce que tu ressens quand tu l'aperçois, quand tu le reconnais? En fait, quand je le reconnais, il est en caisse, il me voit aussi. Ouais. Et là, je pose mon sac à côté de la caissière et je lui ai parlé comme si c'était ma mère. Hein. Parce que je ressentais comme s'il fallait que je me justifie. Ouais. Comme si j'allais taper quelqu'un devant ma mère. Tu vois, cette pauvre dame qui avait rien à voir. Je dis, madame, il m'a frappé il y a 4 ans, ça fait 4 ans que je le cherche. Je le cherche. Et au moment où je me tourne, il arrive pour me frapper. Et en fait, le défaut des mecs de la rue, c'est que quand ils frappent, ils arment comme ça. Et quand on arme, on découvre le visage. Et en fait, je suis parti tout droit et je le touche, déséquilibre. Et après, deuxième frappe, je mets KO et en fait, je me suis plus arrêté. Jusqu'à ce que la sécurité vienne. Et même quand la sécurité était là, j'ai continué. C'était un acharnement. Tu t'es senti habité? Est-ce que tu n'étais plus toi-même à ce moment-là? Ben, c'est ce que je qualifie d'état second, en fait. Okay. Voilà, c'est un état second. C'est comme quelqu'un qui va se suicider, il est dans un état second. En fait, on n'est plus maître de son corps. Et surtout que dans la cage, j'avais un arbitre qui m'arrêtait. Et là, il n'y avait personne. Ouais. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, tu réalises quand même ce qui se passe quand tu vois ce mec allongé au sol? Je réalise pas encore ce qui se passe. J'étais tellement content, en fait. Okay. Pour être honnête. J'étais très content de tomber dessus. Parce que ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Mais une fois que tout est retombé et qu'il y a eu... Enfin, c'était le why, quoi. Les gens étaient en panique. Les agents de sécurité qui m'ont dit, je crois qu'il est mort. Il était dans le coma. Ouais. Et en fait, là c'est la douche froide. Là, on se dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et justement, il y a quelque chose d'assez intéressant qui m'a interpellé en tout cas. C'est que tu dis qu'à ce moment-là, quand tu vois ce mec que tu as cherché pendant des années, tu étais obsédé par cette envie de te venger de lui. Quand tu le vois allongé, tu vois le visage de ton père qui se dessine. Ouais. Pourquoi? C'est parce que il nous a toujours dit, ne ramenez jamais la police à la maison. Jamais. Je veux pas savoir. Ne me ramenez pas les flics à la maison. Ouais. C'est mon père, c'est mes parents, les deux. C'est des agriculteurs. Ils sont venus de Tunisie, des bosseurs. Jamais de problème, toujours. Et une orange, ils l'ont pas volée. Tu vois? Ouais. Donc, et là, j'ai de suite, j'ai mes parents. Ouais. Et j'ai préféré attendre la police que de rentrer chez moi. Tellement j'avais peur de mon père. Ouais. Ouais, j'ai préféré attendre la police. J'ai dit, écoutez, amenez-moi directement. J'attends la police. Voilà. Et justement, c'est là qu'effectivement qu'intervient la police. Tu te fais arrêter. Ils t'amènent directement au poste de police? Directement, et comparution immédiate devant la juge. Et un an ferme, 30 000 € d'amende. Tu penses à quoi sur le trajet pendant que tu es en train d'être amené vers le poste de police? En fait, je pense à mes frères, à leur situation aussi. Je me dis, devant leur supérieur hiérarchique, ça va pas le faire. Ouais. Après, je me dis, d'un autre côté, je me dis, voilà, ça fait un moment que tu attends ça. Mais là, je pense surtout, parce qu'on me dit qu'il est dans le coma, je me dis, j'espère qu'il va pas mourir, parce que là, c'est foutu. Donc, grâce à Dieu, il est pas mort. Voilà. Et justement, dans cette prison, il va se passer un événement qui va encore faire basculer ta vie. Ouais. Raconte-moi un peu comment ça se passe à ce moment-là. En fait, moi, je savais pas que le gars que j'avais tabassé, qui m'avait frappé de base, c'était un chef de réseau. Donc, je l'apprends en prison. Ouais. Et en fait, il y a un gars qui vient me voir, qui me dit, c'est toi, Nabil? Moi, je me dis, il va me frapper ou il veut me planter. Donc, j'étais méfiant, je regardais ses mains. Et je dis, ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, écoute, ça te dit, on récupère le truc ensemble. J'ai entendu ce que t'as fait. Je dis, le truc? Ouais.
Il me dit, ben, tu sais pas? Et je dis, non. Il me dit, ouais, le gars que t'as frappé, il a tel réseau. Et en fait, là, j'ai accepté parce que je me suis retrouvé dos au mur. Je me suis dit, en fait, le gars que j'ai tabassé, il a un réseau. Donc, la suite logique, c'est quoi? C'est qu'ils vont me tomber dessus. Ou me tirer dessus. Ouais. Donc, j'ai plus accepté ce deal d'aller rentrer dans le milieu de la drogue pour me protéger de ce mec-là. Me dire que grâce à certaines personnes que j'allais côtoyer, voilà, j'allais être protégé. Mais bon, c'est la gamberge d'un jeune de 19 ans. Dans ton livre, cette partie-là, quand tu la racontes, tu parles de ce moment où tu serres la main de ce type qui te propose de reprendre le réseau du mec que tu as frappé. Ouais. Mais en serrant la main de ce type, tu ne réalises pas parce que comme si tu bafouais toutes les valeurs que tes parents t'ont. Bien sûr. En fait, j'ai signé clairement, j'ai serré la main au diable. Ouais. C'est un milieu, en fait, dès qu'on ouvre cette porte-là, c'est foutu. La drogue, c'est le milieu de la drogue, il faut pas y aller. Donc vous récupérez le réseau de ce type depuis la prison. Ouais. Comment ça se passe? En fait, il me donne un téléphone. Le mec qui est venu te voir. Le mec qui vient me serrer la main, il me donne un téléphone, il me dit tiens, appelle-le ce soir. Et tu lui dis clairement qu'on va lui récupérer. Ne cite pas de nom. Ouais. Je rentre dans ma cellule, je l'ai appelé, je dis voilà, c'est terminé quoi. C'est moi qui récupère le réseau, il y a des gens qui vont venir se poster et c'est comme ça que ça s'est passé. Comment vous gérez cette récupération de ce réseau-là depuis la prison? Parce que du coup, il faut contacter les gens, il faut que... Est-ce que lui, il accepte direct déjà quand tu lui fais la proposition? Il a accepté de suite parce qu'il a vu que j'avais pas de marche arrière. Ah. Voilà, je pense qu'il a dû capter qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ouais. Je l'ai cherché 4 ans pour une gifle. Je pense qu'il a dû me prendre pour un fou et en même temps, il a dû se dire putain, il est enfermé. Il est déterminé. Il est déterminé, il est enfermé. Donc il est en train de péter un câble, le gars. Et il a accepté. Et, de toute façon, honnêtement, je n'aurais pas fait marche arrière non plus. Ouais. Voilà. Et justement, comment ça se passe? Comment vous arrivez à récupérer le réseau depuis la prison? On met en place une hiérarchie de jeunes qui se postent et qui récupèrent tout, en fait. Voilà, clairement. Et le gars avec qui j'étais, lui, avait plus d'expérience que moi. J'avais pas d'expérience, clairement. Donc, je me suis plus épaulé sur son savoir. Voilà. J'ai suivi. J'ai fait le suiveur, voilà. Et justement, à ta sortie, tu avais récupéré un snack pour vendre des kebabs, des burgers. C'est ça. Mais par contre, c'était pas fini pour toi, justement, comme tu le dis, le trafic. Parce que derrière la caisse, tu entretenais du coup ce trafic. C'est ça. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, je voyais que tous ceux qui se faisaient attraper n'avaient pas de statut. Ok. Donc je me suis dit, je vais avoir un statut. Et quel est le statut si je travaillais à l'usine ou si je travaillais ailleurs, c'était compliqué de pouvoir faire mon activité aussi. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, la meilleure des solutions, c'est de prendre une affaire dans le quartier. Et j'ai pris un snack et du coup, tout était sous mes yeux, quoi. Comment tu gères cette double vie de gérer le snack et le trafic? En fait, je faisais mes rendez-vous clairement dans l'affaire. Ouais. Les gens venaient, je préparais les commandes, que ce soit... Voilà. Après, j'arrivais à refléter un côté très famille dans l'affaire, et c'était la vérité, puisque ma mère venait, j'avais mon père qui venait, mes frères qui venaient donner la main aussi, j'avais embauché des amis, mais personne ne savait rien. Ouais. Personne ne savait rien. Voilà. Jusqu'au jour où, grosse descente. Grosse descente de la police, décagoulé, et là je ne pouvais plus cacher. À ce moment-là, cette deuxième descente, moi je pense à toi et à tes parents du coup. Comment ils le vivent cette deuxième interpellation? Ah non, là c'est... Ouais. Là ça y est. Là c'est catastrophique. Là c'est... Honnêtement, c'est la plus grosse honte de ma vie là. Parce que... Quand on a 19 ans, on se dit, bon, si je pense pas me faire attraper, je vais y arriver, puis on va faire ci, on va faire ça. Et puis là, quand ça tombe vraiment, ça fait mal. Hein. Ouais. Ça fait mal.
Puis derrière j'enchaîne les conneries. Après, je ressors. Je suis recherché par la police. Les chefs de mes frères qui disent à mes frères, dis à ton frère de se rendre. Mes frères qui finissaient le travail en tenue, qui venaient me voir, il faut que tu te rendes. Jamais de la vie, je leur disais. Ouais, parce que quand t'es parti en prison, t'as pris 2 ans cette fois. Ouais. Après, t'es ressorti. Ouais. Et t'étais toujours dans cette spirale. Ah, ça y est, je peux plus en sortir. Ouais, je peux plus en sortir. Je peux plus en sortir. Et c'est à ce moment-là que la police te recherche et demande à tes frères de te dire de te rendre. C'est ça. Okay. C'est ça. J'ai pas voulu. J'étais parti en Espagne. J'étais parti un moment vivre là-bas. Ouais. Et pourquoi t'es parti justement? Parce qu'il me semble que quand t'es sorti de prison, t'as retrouvé ta famille qui, cette fois, ont décidé de te donner une leçon, si je peux le dire comme ça. Ah ouais. Là c'était. Ouais. En fait, mes frères. Un jour, ils se disent, bon, je suis sûr qu'ils continuent. Et là, ils me suivent. Et c'est comme si j'avais 2 gros enquêteurs sur moi, tu vois. Et effectivement, c'est 2 gros enquêteurs. C'est le cas de le dire, c'est des enquêteurs. Et en fait, je vais récupérer une livraison et que je devais aller à mon tour livrer. Ok. Et je tombe nez à nez sur mes 2 frères. D'abord sur l'aîné. Ouais. Il me met une droite, mais de suite. Et moi, je peux pas me défendre. Je peux pas me défendre, c'est mes frères. Oui. Et j'ai tort. Donc c'est double... double peine. Voilà, double peine. Et là, donc, ils me tirent. Mes frères, ils me tirent jusqu'à la maison. Mais jusqu'à la maison, je mangeais des coups. Mais pas des petits coups, j'ai 2 boxeurs en face. Et arrivé à la maison, là, mon père, il s'est dit, lui, il faut que je lui donne la leçon de sa vie, en fait. Et là, mais là, j'ai mis un coup de bâton, j'ai eu droit à tout. Hein. Ouais. C'était une torture. Vraiment, vraiment. J'étais parti, le dos plein de cicatrices, j'étais massacré du visage, de partout. Et en fait, là, je dis, c'est bon, je me casse. Et c'est ta mère qui intervient d'ailleurs. Ouais, c'est ma mère qui a dit stop. Ouais. Ma mère, elle s'est... Désolé. Ma mère, elle s'est mêlée parce que c'était pas beau à voir. Je sens que tu es touché par... Ma mère. La maman, c'est un sujet... Ce jour-là, c'était une déchirure. Ouais, ça t'a fait mal de voir ta mère, du coup... Mais il y avait tout, en fait. La déception du père, ma mère qui était peinée de me voir me faire fracasser, mes frères qui me massacraient. Non, franchement, j'aurais préféré que ce soit des étrangers dans la rue qui me tapent. Ouais. Ouais. Et ta maman, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait pour que tes frères... Elle se met au milieu, elle leur dit arrêtez. Moi, donc, j'étais par terre. Je me relevais avec les côtes cassées. Je me suis relevé. Si j'avais porté plainte, ils seraient tous incarcérés. Ouais. Pourtant, c'est moi qui ai tort. Et donc, par amour pour ma famille, en fait, je me suis dit, éloigne-toi pour 2 choses. Tu trafiques, c'est dangereux pour eux. Et en même temps, avec ce qui s'est passé, je ne peux pas rester. Et je suis parti. Et c'est là que j'ai passé des vitesses encore supérieures dans le milieu du trafic. Je vois que le moment, ça te touche énormément et c'est normal. Le moment, c'est toujours un sujet très sensible. Du coup, après, quand tu pars, est-ce que tu es resté en contact avec la famille? Est-ce que tu avais des nouvelles? Je restais en contact, mais c'était très bizarre parce que j'avais toujours cet esprit de trafiquant. Je passais à la va-vite. Ouais. C'était froid. Il n'y avait rien de plaisant, en fait. Il n'y avait rien de plaisant. C'est pour ça que je ne recommande pas aux jeunes de trafic. Ouais. Des années plus tard, je fais 115 kilos, j'étais champion d'Europe et j'en pleure encore. Ouais. Donc vraiment, vraiment, il faut parler aux jeunes. Voilà. Du coup, cette histoire se termine comme ça avec la famille, tu t'éloignes. Pour reprendre tes propos dans le livre, tu rentres dans le grand banditisme. Je rentre dans le grand banditisme. Parce qu'on te présente à un des gros trafiquants de Marseille. Ouais, on me présente clairement au chef de Marseille qui voit, au début il me teste beaucoup. Il voit que j'ai qu'une parole, toujours carré, toujours assidu, toujours un élément monteur. Voilà. Ouais. Et il se dit en fait c'est lui qu'il me faut. Et je ne deviens pas associé ou quoi que ce soit, je reste simple. Pas comme les autres réseaux que j'avais où j'étais associé, là j'étais un intervenant. Voilà. Okay. Donc mes codes étaient de ne pas tuer. Encore grâce à ma mère. Ma mère qui m'avait inculqué ça depuis petit. Elle me dit Nabil, celui qui tue ne sera jamais pardonné. Ouais.
En fait, on regardait par exemple, le journal de 20h, on était à table, j'étais petit, et ma mère elle disait « Ils ont tué quelqu'un, Dieu ne lui pardonnera jamais ». Et en fait, ça me restait... Ouais, même dans cette spirale-là, il y avait quand même... Et j'ai dit « Ok ». Donc, il m'a dit « C'est quoi tes conditions ?» J'ai dit « Moi, je fais tout, mais je tue pas. Et je veux pas assister à ça. Sinon, il n'y a pas de problème. » Voilà. Ils m'ont serré la main, il a toujours respecté ça. Donc, quand ça parlait de meurtre, je me levais, je partais. Parce que je voulais pas entendre. Quelles étaient tes missions, du coup, avec ce grand trafiquant de Marseille? J'étais dans la logistique de faire rentrer la drogue par le Maroc et l'Espagne et la Hollande. Voilà. Ok. Et donc, du coup, tu fais ça, tu organises aussi parfois des go fast. C'est ce que tu fais pendant combien de temps, à peu près? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ouais. Tu finis par te faire attraper une nouvelle fois. C'est ça. Même de la prison, je continuais à le gérer. Ok. Puisque j'organisais les convois. Ouais. C'était moi qui disais qui devait partir comment. Même depuis la prison? Même depuis la prison. Parce que quand tu retournes, tu prends 3 ans cette fois, c'est ça? Ouais. Et tu ressors après les 3 ans. Et là, tu vas encore faire une rencontre, encore une fois, qui va faire basculer ta vie. Tu pars dans une mission un jour, un cambriolage. Un cambriolage ou un braquage. Finalement, c'était où? Ça s'est passé comment? Ouais. Donc là, en gros, l'affaire de braquage... Ça arrive combien de temps après ta sortie, après ta 3e peine? Ouais. C'est là que en fait, toutes les peines, j'ai été coupable. Ouais. C'est de celle-là que tu parles. Hein? Ouais. J'ai été coupable de toutes mes peines, sauf de la dernière. D'accord. Voilà. La dernière, en gros, je passe ma voiture à un gars qui fait un braquage et qui utilise ma voiture en voiture relais. Ok. Et en fait, ils se sont fait cramer, quoi. Clairement, quand ils ont brûlé la moto pour monter dans la voiture, il y a quelqu'un qui promenait son chien qui a vu ça. Donc il a pris la plaque et ça me retombe dessus. Ils viennent me chercher et donc en plus ils se disent, oui, avec le casier qu'il a, c'est lui. Donc alors que pas du tout. Je rentre encore en prison, il me demande la juge qui me dit écoutez, puisque c'est pas vous, parce que tout faisait que c'était pas moi. Oui. Même dans mon commerce, il y avait la caméra qui montrait que j'étais là-bas. Donc elle m'a dit écoutez, on a tout, comme quoi c'est pas vous. Dites-moi juste à qui vous avez passé la voiture. Je dis je peux pas. C'était trop dangereux pour moi. Comme j'ai dit à la juge, je dis c'est quelqu'un qui a déjà tiré sur des gens. Je peux pas donner le nom, madame, c'est trop dangereux pour moi. Ouais. Voilà. Et je rentre donc à ce moment-là, et donc je rentre innocent. Et c'est là que je découvre ma voix dans cette prison. Dans cette peine-là, ouais. Mais ça passe par une personne, un certain Bruno l'Italien. Ouais, Bruno. Comment tu le rencontres pour la première fois, ce fameux Bruno? En fait, quand je rentre, il me place en cellule avec lui. Donc, lui était rentré pour meurtre. Ouais. Donc, quand on me dit tu vas être en cellule avec le Calabré, je dis ah ouais, il est rentré pour quoi et tout. On m'a dit meurtre. C'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre de me dire je vais partager la cellule parce qu'on sait pas. Oui. Comme je dis tout le temps, qu'est-ce que j'en sais qui prend pas une lame dans la nuit et qui vient me planter pendant que je dors. Donc je dormais sur une oreille. Et petit à petit, je vois que ça va. Il est pas bancal, quoi. Ouais. Psychologiquement, il est cool et tout. Et on se lie d'amitié. Ouais. Et là, je balance, en gros, je me moquais des Italiens et je balance les 3 mots que je connaissais d'opéra. Au sole mio dans la prison. Au sole mio. Et là, tout le monde qui s'arrête. Donc ceux qui jouent au foot se sont arrêtés. Et l'autre qui était en train de faire sa barre, il s'arrête, il lâche la barre et dit oh. Et le chef de détention qui vient ouvrir la porte de la promenade, qui dit qui c'est qui a chanté? Et je dis c'est moi. Il me dit tu viens dans mon bureau. Je dis non. Je dis je viens pas dans ton bureau. Parce que j'étais en froid avec lui. Okay. Il m'avait pris 3 téléphones. Et je dis je viens pas dans ton bureau. Il me dit non c'est positif et tout. Donc là je me dis bon peut-être qu'il y a des grâces à gratter. J'y vais. Et il est arrivé dans son bureau, il a un sourire. Il me dit vous savez, avec ma femme on est de grands fans d'opéra. Ouais. De grands amateurs d'opéra. C'était son mot. Ouais. Il me dit vous êtes ténor. Et moi je dis ah ok c'est cool. Je dis tu me renvoies dans ma cellule. Et il me dit vous devriez chanter tout ça.
Je dis non. Donc je m'en vais, je quitte le bureau. Vraiment, je pars du bureau, je dis non, laisse tomber. Je dis, t'as craqué. Parce que... J'étais un fou, toi. Je dis, je combats en cage, je gère des trucs de fou. En plus, lui, il sait pourquoi je suis là. Oui. Je dis, je gère des trucs de fou, tu me demandes de chanter de l'opéra. Je dis, remets-moi dans ma cellule, s'il te plaît. Et donc, il me remet dans ma cellule. 2 jours après, il me ramène 2 CD de Pavarotti. Ok. Et là, j'écoute à fond. Au début, je voulais pas. C'est l'italien qui me dit, attends, viens, on Bruno. écoute et tout. Ouais. Et à lui, ça l'a fait voyager, l'italien. Et du coup, ça m'a fait voyager aussi. Et ça devient une passion. L'opéra, ça devient vraiment une vraie passion. Ça te parle vraiment, ça te touche? Ah oui, en fait, c'est bizarre parce que, par exemple, s'il y a une chanson, un air d'opéra dramatique, je vais presque savoir de quoi ça parle à la mélodie. Ouais. Tellement que c'est fort, l'opéra. Sans savoir les mots. Hein. Ouais. Et imaginez que j'avais le traducteur dans ma cellule. Oui. Donc là, j'étais obligé de tomber amoureux de l'opéra. On m'appelait Nabil le chanteur. En prison, dehors? Ouais, en prison. Ouais. En prison. Et quand les détenus le soir, parce que la journée, c'est difficile d'avoir les téléphones avec les surveillants dans les couloirs. Et le soir, il y a un surveillant pour tous les bâtiments. Donc le soir, c'est plus simple. Et le soir, les détenus appelaient leurs femmes et leur disaient, écoute, il y a un chanteur d'opéra dans la... Écoute, c'est un truc de fou. Et donc, tous les détenus étaient à la fenêtre avec leurs femmes au téléphone et je chantais, moi. Et au parloir, du coup, tout le monde disait, passe le bonjour à Nabil le chanteur. C'était ouf. Donc, du coup, la passion pour l'opéra naît en prison. Ouais. Et après, tu sors de cette peine et c'est une autre vie qui commence pour toi. On peut dire que ta voix t'a sauvé, Nabil, on peut dire ça comme ça. Ah, mais clairement. Clairement. La voix, elle m'a sauvé. J'ai trouvé ma voix et ma voix. V-O-U-X. Ouais. V-O-I-E. Mais c'est clair. Ouais. En fait, si tu veux, quand je rentrais en prison, ce qui me préoccupait, c'était quand je vais sortir, avec qui je vais trafiquer. Pour ta dernière peine? Toutes les peines que j'avais. Par exemple, lui, il est rentré parce qu'il fait les voitures. Lui, il est rentré parce que si, ça. Donc déjà, moi, je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce que je peux faire comme business là avec ça? Tu vois ce que je te dis? Et quand j'ai découvert... Ah oui. Et quand j'ai découvert ma voix, mon association malfaiteur, c'était Pavarotti, clairement. Je voulais plus entendre parler de trafic. Ouais. Je voulais plus entendre parler. C'est-à-dire, dès qu'on venait me voir, je disais non. Et là, je vais voir le chef de Marseille, donc je lui dis, voilà, j'ai découvert ma voix, donc il m'accueille bien, tu vois. Il voit que j'ai toujours été respecté parce que j'ai jamais fait de faute, tu vois. Sinon, je serais pas là. et donc, il me dit, Nabil, on est content de te voir et tout. Tiens, on t'a acheté des cadeaux. Et je dis, ah, merci et tout. Je dis, ouais. Et moi, je savais pas comment leur dire, tu vois. Ouais. Et moi, je dis, écoute, j'ai découvert un truc et tout. Je crois qu'il va falloir que j'arrête et tout. Il me dit, non, t'es sérieux? Je dis, ouais. Il me dit, c'est quoi? Je dis, je chante de l'opéra. Et il se met à rire. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Et il me dit, vas-y, chante. Et là, quand je chante, sa tête change, tu vois. Ouais. Et là, il me dit, écoute, Nabil, tu vois, moi, je suis pas un bâtard. Il me dit, si j'étais un bâtard, là, je te dis, écoute, j'en ai rien à foutre. Tu vois, il me dit, t'as une voix de malade, on te donne ta chance. Il m'a dit, vas-y, fonce, tu vois. Ouais. À ce moment-là, t'es un autre homme. Comment le lien se refait avec ta famille? En fait, quand je découvre ma voix, je me dis, pourquoi je voulais plus entendre parler de trafic? Parce que je me dis, c'est la seule chose qui va faire que tu vas regagner l'amour. Ouais. L'amour, il était là, parce qu'on a l'amour dans une famille, et on va dire le respect de la famille, le bon retour dans de bonnes conditions, et regagner le cocon, quoi, tu vois. Ouais. Et donc je me dis, fonce dans ça et rends-les fiers. Voilà. Et je me donne à fond, je m'entraîne comme un malade. Et à chaque émission, j'avais toujours ma mère qui m'appelait, mon fils, je suis fier de toi, c'est bien. Mes frères qui étaient contents et tout, et puis voilà. Après, c'est vrai que le jour où ils ont vraiment été là où ils ont été le plus fiers, ça a été le jour de l'arrivée de la Flamme Olympique. La Flamme Olympique, où tu as chanté devant 250 000 personnes, devant le président de la République. Ça t'a fait quoi de voir la fierté du coup dans les yeux de ta maman? Ouais, j'étais tellement content.
Non, c'est vrai, il y avait le président, et 2 rangs plus loin, tu vois, il y avait ma mère, il y avait mes frères, il y avait toute la famille. J'étais à ça de pleurer, tu vois. Je me dis, si je pleure, la Marseillaise, elle va se transformer comme Jamel Debbouze, c'est la mort. Donc, je retenais les émotions et c'était fort. Ouais. C'était fort parce que j'avais vu un concert de Johnny sur YouTube, 80 000 personnes. Je me suis dit, oh, si t'arrives à le faire un jour, Nabil, c'est fort. Et là, il y avait 250 000 personnes, télévisé monde en direct. Ah, c'était ouf. Ouais. C'était ouf. Tu m'as parlé tout à l'heure de Pavarotti. Ouais. C'est quoi ton lien, du coup, avec Pavarotti? Pavarotti, j'ai un lien fort avec lui, puisque déjà, on m'offre 2 CD de Pavarotti. Ouais. Ensuite, quand je sors, je vais chanter dans la rue en Italie. Ok. Et on m'appelle Pavarotti. Alors qu'il n'y avait rien de... Tu vois. Ouais. Il savait pas lire de partition. Je sais pas lire de partition. Et je m'intéresse à ça. Okay. Et aujourd'hui, je fais la tournée mondiale Pavarotti. Tournée mondiale. Tournée mondiale, j'incarne le personnage de Pavarotti. Vous allez voir la ressemblance, elle est vraiment frappante. Quand je suis en queue de pie, avec le visage un peu blanchi, bien sûr, hein, parce que je suis un peu mat. Est-ce que, après tout ce qui s'est passé dans ta vie avec tout le recul, est-ce qu'aujourd'hui tu t'es pardonné tous les manquements que tu as eus? Me pardonner, je sais pas. Je sais pas si je peux me le pardonner parce que, honnêtement, si moi j'étais mon propre grand frère, là, moi 37 ans aujourd'hui, avec ce petit jeune de 19 ans, je l'aurais massacré. Ouais. Donc j'en veux pas à mes frères. Je peux pas en vouloir à mes frères, mon père. Au contraire, je me dis, c'est de l'amour. C'est par amour qu'ils ont fait ça. C'était tellement fort que l'amour les a poussés à devenir violents, tu te rends compte? Mais oui, je me mettrai des gifles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite de ta carrière, de ta vie? Franchement, que la voix soit toujours là. Et la santé. Voilà. Si ma voix est là, je continuerai à persévérer. Super. On te le souhaite alors qu'elle reste le plus longtemps possible. Merci. Merci beaucoup, Nabil. Du cœur. Merci vraiment à toi. La chanson, voilà. Ah. Ça fait. J'ai pas de voix. Hein. Non, t'inquiète. Ah, ça filme encore, lui. Ah, lui, il a quoi? C'est Osundur. Ah oui, Yosundur. Ouais. Je retiens quelques mots, il y en a certains où je me trompe, c'est sûr. Hein, c'est pas mal.